Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cet épisode par une question. Est-ce que vous aimez le basketball? Oui ou non? Ou ne se prononce pas? Parce que nous, on adore ça. On aime ça, mais de façon viscérale. On dort basket, on vit basket, on respire basket. On mange basket. Exactement. Bienvenue sur Temps Mort Show. Temps Mort Show, une émission de basket. Bah, ça tombe bien. Pour le coup, on fait ce qu'on aime. Je suis DJ Flexta. Je suis un créateur de contenu passionné de musique et de basketball. Voilà pourquoi je me trouve devant vous actuellement. Flexed Hakim the Dream. Exactement. Flextatum. Non, je suis un Laker, c'est pas possible. Ça doit toucher le... Flex Van Exel. Flex Van Exel, j'apprécie. J'apprécie beaucoup même. À ma droite, j'ai Beverly Mills, Patty Mills, Paul Millsap. Hot Mills. Ouais, voilà. Donc maintenant, je deviens comme Flexta aussi, l'homme aux milliers de surnoms. Hein? Je sais pas, c'est quoi le meilleur? Je sais pas c'est quoi le meilleur pour vous. Hein? Non, moi j'aime bien Hot Mills. Quand tu te mets en mode là, les petits repas chauds là, les petits pains, c'est bon. Moi j'aime bien le flic de Beverly Mills. Hein. C'est pas mal. Les gens m'appellent beaucoup Mick Mills maintenant, ça y est. Hein. C'est carrément c'est adopté, on dirait. Tu peux redorer le blason. Le vrai Mick Mills, on va plus l'appeler Mick Mills. Voilà. Lui, The real Mick Mills. Un flopper comme Philadelphie. Voilà, ça on va parler. Aïe. Fan des Sixers, bonjour à vous. Hein. Bon, désolé. À notre gauche, nous avons un expert. L'expert de la maison mère. Certains l'appellent de la maison mère. Impossible. Il est grec, mais on l'appelle le tsar. Ne cherchez pas à comprendre, c'est parce que c'est le Splash Brother originel. L'homme que l'on nomme Angelo Tsagarakis. Merci de votre présence, monsieur. Mais c'est normal. C'est important de le dire. Bon, on le dit de temps en temps, mais c'est important de le rappeler que ce monsieur a une carrière que beaucoup n'ont pas. Écoute. Et c'est important de mettre en exergue le fait que ce monsieur a une grande carrière et qu'il parle de choses qu'il connaît. Nous, on fait de l'opinion des fois. Oui, je pense que lui, il le sait. Donc voilà, sa parole est d'or. Voilà. Je croyais que c'était le silence, mais maintenant c'est la parole. C'est bien. Non, mais c'est bien. On apprécie. Eh bien, merci beaucoup. Ok. Sommaire aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a il y a l'Euroleague. Voilà, on est français, donc on est un petit peu triste, mais on aime le basket, donc on est content quand même. Il y a évidemment la NBA, mais on va commencer par les news. Est-ce que tu peux rappeler juste une chose? L'émission s'appelle Temps Mort et on a une sorte, pas de rubrique, mais on a un petit rituel. Un petit rituel, c'est que chaque protagoniste au cours de l'émission, les invités inclus quand on en a, ont le droit de prendre un temps mort inopiné à n'importe quel moment. Et ce temps mort déclenche 1 minute de droit de libre d'accès libre, de radio libre, je sais pas comment vous appelez ça. Radio pirate. Il ne sera pas radio pirate. Il ne sera pas interrompu. Mais vous le savez normalement maintenant. Normalement vous devez le savoir. D'ailleurs, on approche les 1000 abonnés. Hein. On approche les 1000 abonnés, mais on a besoin de vous. Par contre, on n'y est pas encore. On va le dire, on va le redire. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Déjà, c'est important de commencer par ça. Mais s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous. On a besoin d'abonnés, on a besoin d'une communauté. On aime le basket. Si vous aimez le basket, vous êtes les bienvenus. On aime le streetball, on aime le basket à 5, on aime le basket à 3, on aime le basket à 10. On aime tout ce que vous voulez. Concernant le basket. Pour les vrais, Amarassi, champion du monde, toujours obligé de dédicace. L'amiral. Donc s'il vous plaît, partagez. C'est très important. Ça nous permet de faire tourner la machine et ça nous permet de pérenniser notre projet. Donc abonnez-vous, partagez, c'est gratuit et ça fait chaud au cœur. Mills, les news. Bon, on va rester en France. On va commencer par la Betclic, justement. Ça fait un petit moment qu'on n'en parlait plus. Pourquoi? Là, les playoffs vont enfin démarrer. On a enfin les 8 participants. On savait très bien, il y avait le play-in. Maintenant, on sait que Dijon, comme Angelo disait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Faut l'applaudir. L'oracle. Dijon. L'oracle, ça garantit bien. Fini 8e. C'est combien, par exemple, les chiffres du loto pour mercredi prochain, s'il te plaît, vu que... Donc, exactement. Donc, on a Dijon qui a battu Saint-Quentin pour la dernière place des playoffs. Donc, on a Dijon qui va affronter, du coup, Paris qui a fini premier. À l'heure où on parle, nous avons déjà le gros duel entre Chalon et Bourg-en-Bresse. Le 4e contre le 5e. Un duel aussi entre les frères Ayayi qui vont s'affronter aussi. Le combat fratricide. Voilà. Entre Thalès et Sangoku. Donc on a du coup l'Asvel qui va affronter Chalon. Paris, on l'a dit, contre Dijon.
Et Monaco. T'as dit Chalon, mais tu voulais dire Cholet, hein. Cholet, pardon, Oui, pardon. Cholet, Autant pour moi. Cholet. Et on a, bien évidemment. Donc, refais-la. Le premier match-up, c'est Bourg-en-Bresse-Cholet. Le premier match-up, Voilà. Bourg-en-Bresse. J'allais dire quoi? T'avais dit Chalon. Ouais, Cholet. Oui, Cholet, Bourg-en-Bresse. Ça se ressemble beaucoup, c'est pour ça. Hein. Exactement. Ta langue a fourché. Voilà. Et donc, Chalon va essayer de créer l'exploit en battant l'Asvel. Ouais. Ça va être assez compliqué. Mais les playoffs cette année, hein, que ce soit dans n'importe quel, que ce soit en NBA, que ce soit en Europe, il y a des surprises partout. Le Colisée, c'est une entre très compliquée à manœuvrer. Hein. Exactement. Donc, Paris, qui a fini premier, qui va essayer d'assurer sa place au tour suivant face à Dijon. Et on a peut-être un gros match-up, peut-être le plus gros match-up pour moi de ce premier tour entre Monaco et Le Mans. Monaco, comme on le sait, hein, qui vient de perdre la finale de l'Euroleague. Et qui a un calendrier qui est très chargé parce que là, ça va enchaîner les matchs, donc il faudra vite se remettre dedans. Et face à une équipe qui a battu plusieurs fois Monaco cette saison. Donc voilà, ils sont pas tombés contre la... Sur une série playoff, j'y crois pas, mais le seul truc qui peut peut-être rentrer un petit peu en considération, c'est l'enchaînement. Ouais, c'est ça. Et l'état émotionnel dans lequel les troupes vont être. Après, il y a suffisamment de joueurs qui ont la dalle, qui ont pas joué au Final Four, qui ont, je pense, envie et l'énergie de donner. Donc, je pense que Spanoulis va pianoter correctement à ce niveau-là, comme il l'a fait avec brio pour se qualifier justement au Final Four. Mais bon, après, autant on peut penser que ce match-up ne correspond pas forcément à Monaco, autant je pense que Monaco est vraiment dans un monde à part et on l'a vu un petit peu, on fera le débrief au niveau du Final Four, on a vu le yin et le yang de cette équipe de Monaco, et donc entre guillemets, quel visage vont-ils présenter? C'est eux qui au final ont le contrôle, hein, les monégasques, de leur destinée, donc je pense que ça peut être une belle série, mais si Monaco arrive à se mettre la tête à l'endroit, ou en tout cas à conserver la tête à l'endroit, au niveau du basket qu'ils produisent, et avec la profondeur d'effectif où Spanoulis peut sortir n'importe qui de sa boîte, comme il a sorti Papagiannis qui avait pas joué depuis 3 matchs, et contre Barça fait une énorme performance pour aider Monaco à passer le cap. Tu penses à un Bégarin, tu penses à Tarpey, tu penses à ces mecs-là qui c'est vrai qu'il y a du matos. Ont envie de donner, ont de l'énergie, et je pense que Monaco a vraiment besoin de terminer sur un titre pour préparer l'année prochaine avec sérénité, sachant qu'il y a des grosses arrivées du côté de Monaco. Effectivement. En tout cas, les playoffs démarrent cette semaine, c'est absolument, bien évidemment, on en reparlera au fil du temps. Ta série, Emils, c'est laquelle? Moi, comme je dis, Monaco-Le Mans. C'est celle-là, hein? Ouais, oui. C'est Monaco-Le Mans, c'est voir comment on a vu par exemple une équipe comme Paris quand ça a commencé à perdre en Euroleague, etc. Fallait se remettre en avant. On a vu aussi par exemple à l'équipe aussi à la Boulangère. On a vu aussi Bourges. Qui a tout lâché au moment où ils ont commencé à perdre, et malheureusement ils ont pas assez à se remettre aussi dedans émotionnellement, et on a vu par exemple des fêtes en Coupe de France, des fêtes aussi au premier tour des playoffs. Tout ça fait que l'enchaînement de ces choses-là peut amener à une mauvaise surprise, sachant que comme je l'ai dit, parce qu'une équipe déjoue un peu, ça peut être ça, mais surtout que Le Mans n'a pas peur de Monaco. C'est une équipe qui est redoutable, et qui n'a rien à perdre, et c'est une équipe qui est expérimentée, qui est là au grand rendez-vous, qui connaissent les playoffs. Et pour moi, on doit s'attendre à quelque chose de bien grand. On espère en tout cas une très belle série. Moi, c'est Bourg-en-Bresse-Cholet, les amis. La JL, ça va les amis? Et puis, il se trouve que t'es un alumni de alumni. Ah non, mais forcément, j'ai un lien particulier avec ce club. Donc, d'ailleurs, c'est mon tout premier club, celui où j'ai signé mon premier contrat professionnel en mai 2008. C'était pas le PBR? Non, en fait, ma première saison pleine, c'était au Paris-Levallois. Mais mon premier contrat professionnel, j'étais en pigisme médical de Raphaël Desroses, qui est le coach des espoirs du Paris Basketball, justement, maintenant. Et qui torturait la Pro B à l'époque, un des ailiers les plus prolifiques qui ait pu passer par l'antichambre. Et ouais, c'est la JL, quoi. Et après, j'ai re-signé à la JL et j'ai fait 2 ans là-bas. Tu sais quoi? On se l'est dit en off, mais je pense que notre public a droit de le savoir. Le droit de savoir. Non, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un sujet sur Angelo Tsagarakis pour que je nous raconte ton histoire, parce qu'elle est très particulière. Moi, je la connais. C'est atypique. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas
l'homme que tu es. Oh. Et l'excellent basketteur que tu es et la carrière que tu as eue. Écoute. Faite de haut et de bas comme toutes les carrières, mais vraiment, une très très belle carrière. T'as parcouru le monde entier, hein, on peut le dire. C'est atypique, c'est vraiment un parcours atypique. Il y a vraiment des choses, des axes, des choses intéressantes que les gens méritent de savoir. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous voulez ce sujet. On va faire une prolongation sur Angelo Sagara. Je sais pas si on te mettra sur une chaise, on va te torturer. On va le mettre devant, là, il va répondre aux questions. Non, mais dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, on vous prépare ça. Je pense le truc, c'est déjà de pas se prendre pour qui on n'est pas. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire une belle carrière. En tout cas, dès qu'on joue au niveau professionnel et qu'on a pu représenter son pays dans les compétitions internationales. On vit de sa passion, les mecs. Non, clairement. Tu sillonnes le monde, etc. Enfin, non, mais on a de la chance quand même en France d'avoir de très bons consultants. Tu penses Ali Traoré maintenant qui travaille sur Squeak. Tu penses à Stephen Brun qui a fait son trou depuis très longtemps et qui n'est plus à présenter. Fred Weiss, avec qui maintenant j'ai noué une amitié qui me tient vraiment à cœur. C'est un mec que j'ai découvert et qui est extraordinaire. Et donc si vous voulez, l'idée c'est plus peut-être d'inspirer certaines personnes parce que pour le coup j'ai eu un parcours qui est quand même assez atypique. Passé par les États-Unis à une époque où c'était très mal vu, où on s'enfermait un petit peu dans l'anonymat. Gardez ça pour le sujet. Gardez ça pour le sujet. Commence à mettre le trailer là-haut, là. Voilà, la bande-annonce, voilà. Il met la bande-annonce. Tu penses, non, mais si tu veux, c'est peut-être une bande-annonce, mais dans l'absolu, tu sais, tu me dis, l'homme que je suis, si vraiment je devais être remarqué ou apprécié pour quelque chose, je préfère largement que ce soit pour la personne que je suis que pour le basketteur que j'ai été. Non, bien sûr, mais tu vois. Mais c'est quand même intéressant parce que on mettra ta phrase dans le documentaire. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, hein. Le documentaire, carrément. On parle de plein de joueurs. On parle de plein de joueurs en permanence et on a la chance d'en avoir un là. Donc c'est aussi intéressant que on va pas faire 50 000 émissions, mais une émission où tu racontes ton parcours, pourquoi, comment, etc., qu'on comprenne. Il y a peut-être matière à faire un truc sympa, ouais. Il y a. La suite. L'Eurobasket va bientôt commencer pour l'équipe de France féminine. Donc, exact. Premier match de préparation hier face à la Turquie. Victoire de 20 points, 81-61. Turquie qui sera dans son groupe, hein. Ouais. Exactement. On sait que la Turquie aussi, c'est pas une équipe qui, dans le passé, qui a joué quelques petits tours aussi à l'équipe de France. Donc c'est un match à prendre très au sérieux. On sait, hein, l'équipe de France, il y a beaucoup d'absentes, dû aussi à la WNBA. Ah, c'est une équipe vraiment très remaniée, hein. Très remaniée, mais on a quand même quelques cadres et on a vu quand même des joueuses qui ont affirmé leur leadership. On parle de Ayahi, et on parle aussi d'Iana Rupert, qui fait son record de points hier avec 26 points. 26 points, donc un match très important. Je pense que ce sera une des personnes qui va le plus profiter aussi de ses absences et aussi de l'Eurobasket pour se mettre bien. Elle a fait une super saison. À chaque fois que tu mentionnes Iliana, j'ai mon cœur qui sourit un petit peu parce que gros bisous à Elam, sa maman, parce que c'était ma première coach. Oh, ouais, c'est mignon. Poissy. C'était ma première coach. On fait des cœurs sur le cœur, mais mon premier coach c'était François Vido et donc Elam aidait François Vido. Alors on parle de mini poussin, hein, mini poussin. Et c'était pas hier. Et donc c'était pas hier, exactement. Et Elam m'a coaché sur plein de tournois, m'a coaché pendant 1 an en collaboration avec François Vido. Donc à chaque fois que je pense à ces années-là, je tiens toujours à rendre hommage à Elam et à François qui ont bien entendu été des grands acteurs de mon développement parce que c'est les tout débuts et quand t'as des bons coachs qui te mettent dans les bons fondamentaux, ce qui était le cas, et Elam, elle est dans le basket depuis toujours. Elle a rencontré Thierry Rupert à Poissy, qui est en centre de formation. Les espoirs de Poissy, avec Thierry Rupert qui finit champion de France Pro B. Paix à son âme, bien entendu. Donc c'est pour ça, quand tu dis Rupert, je suis obligé toujours de clamer mon amour haut et fort parce que c'est quelque chose de... C'est beau, il en faut. C'est important de donner du respect comme ça. Donc love sur vous. Voilà, donc c'est le premier match de l'équipe de France en préparation. L'Eurobasket, normalement, qui se déroulera fin juin, si je me trompe pas. Ouais, et tu sais où, hein? T'as oublié? J'ai un doute. C'est au Pirée. C'est au Pirée. C'est en Grèce, les amis. Et qui est dans le groupe de la France? La Grèce. Grèce, la Turquie et la Suisse. En tout cas, c'est un Eurobasket qu'on va bien suivre, en tout cas. Et je pense que la France va rouler sur la phase de poule. Hein. Je pense que c'est souvent le cas avec l'équipe de France féminine. Hein. C'est souvent les phases finales qui pêchent. Et généralement, l'Eurobasket, on le sait, hein, c'est les finales où dans la décennie 2010, ils ont perdu
quasiment toutes les finales de la décennie. Mais je pense qu'on a suffisamment d'armes. Honnêtement, quand on regarde la profondeur que nous on a, malgré les absences, on a quand même une armada. C'est exactement ça. Et c'est une équipe qui fait quand même plaisir à voir. Ouais. Assez jeune, aujourd'hui, assez jeune, une équipe qui s'est rajeunie depuis quelques années, et qui a envie de jouer ensemble. On sent quand même qu'il y a une alchimie qui se crée d'année en année. On a vu l'année dernière avec les JO. On voit cette année, on voit des joueuses qui ont envie de jouer pour l'équipe de France, et ça fait plaisir à voir. On le ressent sur le terrain. Et cette première victoire fait du bien. Nous, en tout cas, je pense qu'on est confiants. Je pense pour l'équipe de France, et on espère les voir remporter le trophée cette année. Puis on est en pleine période de préparation où ça permet aussi pour certaines joueuses de tremper un peu les pattes dans cet univers qui est un petit peu nouveau. Je pense à Camille Droguet, je pense à Colline Franchelin, je pense à pas mal de joueuses qui feront les beaux jours de l'équipe de France dans le futur, mais qui emmagasinent un peu d'expérience dans cette préparation. Après, je vois aussi Aminata Gueye qui fait sa rentrée dans tout ça. Il y a les sœurs Jadli Tabdi qui, je pense, c'est une superbe histoire quand même quand ils pensent, deux sœurs qui sont au plus haut niveau et qui jouent en équipe de France et qui en plus sont très complémentaires. Bon, moi je me fais pas d'inquiétude pour cette équipe de France, mais on sait que quand on a fait 30 millions de finales perdues, y a un moment donné, quand est-ce qu'on brise le sort? Donc on n'est pas dans les meilleures dispositions parce qu'on n'a pas une Janelle Salin qui va nous faire énormément de défauts. D'ailleurs, Janelle Salin qui a fait un match énorme à la crypto avec les Valkyries de la Bay Area. Ils ont battu les Sparks et elle a été énorme. Hey, Bay Area. Fournisseur officiel de son de la baie. Je suis là. Écrivez-moi un petit DM. Je peux en attester, je peux en attester. Vous en faites pas depuis longtemps. Fournisseur officiel depuis 2004. Non, on peut pas le dire. En tout cas, prochain match de l'équipe de France le 3 juin contre la redoutable équipe des Vous savez ce que c'est le 3 juin? Vous savez ce que c'est le 3 juin? Vous savez pas ce que c'est le 3 juin? Non, je vais rien dire. On t'avoue. Non. C'est l'anniversaire d'Angelo Tsagara qui s'est Prochain match seulement le 3 juin contre la Belgique à Brest. Un match qui va être important parce qu'on sait le niveau incroyable des Belges. Ça sera à suivre et on verra, ce sera vraiment... Mais les Belges sans Julie Van Loo. Ouais. Et donc, sans Julie Van Loo, il y a un impact quand même. Ça reste comme les Belges et en tout cas, on aura hâte de voir ce match-là. Et attends. Et sans Lynch-Kens. C'est-à-dire que t'as pas Van Loo, t'as pas Lynch-Kens. Les deux jouent au Valkyrie ensemble en plus. Mais tu restes avec Messman. Oui, mais t'as pas Lynch-Kens. Non, c'est vrai. Et t'as pas, Van Loo. Donc t'as pas deux joueuses de ton 5 majeur, deux joueuses essentielles. Et Van Loo, c'est quand même la différence. Donc Messman, bien entendu, grande dame du basket, mais je suis pas plus inquiet que ça en fait. Pour te dire parce que il y aura une double confrontation, le 3 et le 4 juin. En tout cas, ce sera à suivre. Ce sera à suivre, bien évidemment, je pense très rapidement. En tout cas, nous avons fini avec l'Europe, avec le basket français. On va passer en NBA parce que enfin, les votes du MVP ont été attribués. Et bien évidemment, malgré votre propagande pour Nikola Jokic. Propagande, non, enfin, c'est pas une propagande, on voyait ce qu'on voyait. Mais voilà. C'est pas la propagande. Mais en tout cas, Shai Gilgeous-Alexander est MVP. On l'a vu en Game 2, il a soulevé le trophée. 71 première place et 29 première place pour Nikola Jokic. C'est les deux seuls qui ont les premières places. Il y a quand même 160 points d'écart en termes de vote total. Il n'y a pas unanimité pour le troisième Giannis? Non. Quasi proche, hein? Non, il y a troisième Giannis, mais comme Tatum et Donovan Mitchell ont reçu aussi des places, des votes pour la troisième place. Jason Tatum 4e, Donovan Mitchell 5e. Si on prend le top 10, LeBron James 6e, Kate Cunningham 7e, ça fait quand même plaisir à voir. Bon, tu vois les trucs là. Voilà, ça c'est de la déco, Edwards, Curry. Non mais c'est intéressant quand même de voir parce que tu sais, dans l'absolu, quand tu regardes le pédigré d'un joueur, tu regardes le nombre de fois où il a été top 10 à l'élection du MVP parce que ça te différencie les mecs aussi, parce que c'est le nombre de saisons auxquelles tu as été au top niveau. Tu regardes le nombre de fois où un Harden a fini deuxième, tu dois le prendre en considération parce que même s'il a pas son trophée de MVP, tu regardes le nombre de mecs qui ont eu des MVP, regarde le nombre de mecs qui finissent deuxième. Non, c'est vrai. Ça, c'est important. C'est un trio. Dès que tu rentres dans les 4, 5e, 7e, non, je suis d'accord, mais mine de rien, quand on regarde par exemple le top 75 NBA, l'élection, vous savez, de ce top 75 historique, on regarde un mec comme Dwight Howard qui a pas été sélectionné.
C'est un scandale. Et tu regardes un Anthony Davis, j'ai envie de dire, les gens ont oublié. Bien sûr. C'est-à-dire Bien que sûr. dans ce pedigree, tu regardes le Dwight Howard de l'époque, il a fini 2e au titre de MVP une fois. En 2011, ouais. Ouais, exactement. C'est quelque chose de significatif dans l'absolu sûr, parce bien que sûr. ça traduit tout de même du niveau que tu as. C'est clair. Donc, Non, mais je suis d'accord. C'est juste qu'au-delà de la 3e place, pour moi, ça fait plus sens. Ouais, Mais, voilà. on est d'accord. Et donc, évidemment, les All-NBA Teams sont sortis. Et puis ça justifie aussi les All-NBA quelque part. Ouais, justement. C'est vrai. On en parle. Et les 5 premiers, bien évidemment, sont évidemment dans la first team. Giannis Antetokounmpo, Shai, Nikola Jokic, Tatum et Donovan Mitchell. Les 4 premiers que j'ai cités, unanimes, on suit que les premières places. Ouais. Et donc, Donovan Mitchell a été récompensé notamment aussi pour l'excellente saison aussi de Cleveland. Bien sûr. Voilà. La seconde team, nous avons Anthony Edwards, bien évidemment, Stephen Curry, Evan Mobley, Jason Brunson, qui joue la finale la finale de conférence en ce moment, et T'as dit Jalen. Jason? Jalen Brunson. Jalen Brunson, ouais, t'inquiète pas. Ma bad. On est des Ma bad. My bad. Ma bad. Et bien évidemment, LeBron James. Non, t'es mort. Oh. Non. Temps mort, déjà. Temps mort. Non. Je suis obligé de prendre temps mort. Attendez, Je suis obligé. on va mettre le chrono. Non. On va le mettre sur 1 minute. Mais j'aurais Et dû. il va pouvoir... S'il vous plaît. Attendez, Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, parti. Non, les amis, Mills, je suis obligé de te mettre une faute technique. D'où est-ce que ta formulation, bien évidemment, est justifiable? Il n'y a pas de bien évidemment. Le seul homme de l'histoire des First Team avec des moins 550 au plus-moins sur une saison. Ça, c'est de la manigance, c'est de la Tu parles de propagande. Utilise les mots correctement avec les bonnes personnes, Mills. La propagande, elle est lebronesque. Elle est pas Jokicesque. Non, sérieusement, je fais un petit coup de gueule, mais je fais ce temps mort pour la simple et bonne raison quand même qu'à un moment donné, les chiffres ne mentent pas. On dit souvent, les femmes, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Avec LeBron James, explique-moi comment t'as 15 mecs, t'as des mecs qui sont dans la 3e team, hein, qui pulvérisent le plus-moins d'un LeBron. Et vous allez me dire, oui, mais le plus-moins, ça ne traduit pas tout. Ça traduit quand même de l'impact que t'as sur un parquet. Et pourquoi tous les mecs qui sont dans tous les 14 autres gars des 3 teams All-NBA sont dans les plus-moins très conséquents et que t'as le seul mec, LeBron James, qui a un plus-moins dégueulasse. Je le dis comme ça, dégueulasse. Donc, je ne suis pas anti-LeBron, mais par contre, quand il y a de l'exagération, je suis obligé de prendre mon temps mort, même si j'aurais pu l'utiliser plus tard. Ok. Bon, c'est à t'as un cause peu de ta débordé. formulation, Miss. Hein. Ok. Tu me le reprendras. mais t'as énervé le tsar, là. Tom en retour. Back to back. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tom en retour. Mais c'est incroyable. Contre-temps mort. Ah ouais. Première dans l'émission. Un contre-temps mort. Ouais, contre-temps mort. Il y a le Contre-temps mort, les gars. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je m'adresse à les haters de LeBron James et je suis entouré de haters de LeBron James à côté de moi. Qui peut parler ici? Qui veut parler? Merci bien, je vais laisser parler. On oserait me dire que LeBron James ne mérite pas sa place dans la All-Second Team. À 40 ans, ce qu'il fait aujourd'hui, actuellement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'espère que vous me contredirez pas. Ah oui, vous pouvez pas parler, excusez-moi. Donc, je disais que, alors, 24 points de moyenne, plus de 8 passes et plus de quasiment 8 rebonds. Avec dans une équipe de Lakers qui a été, bien évidemment, avant l'arrivée de Doncic, menée par Anthony Davis et ce même LeBron James, pour la saison que lui fait. Elle est pas parfaite, hein, bien évidemment. On sait qu'à 40 ans, je sais plus combien de joueurs avaient ce niveau-là, c'est-à-dire personne. Tout ça pour dire que, concrètement, il mérite logiquement sa place dans la All-Second Team et malgré les dires du Tsar, ne l'écoutez pas cette fois-ci, hein, c'est la seule fois que vous ne devez pas l'écouter. Il mérite totalement sa place dans la All-Second Team. Merci bien. Voilà. Oh, mon cœur saigne. Eh ben, dis donc, il y a un duel qui est en train de se... Moi, je suis l'arbitre, hein. Mais quoi que moi aussi, je prends mon temps mort. Allez. Il a sorti le plus 4. Exactement. Aujourd'hui, c'est temps mort chaud, on vous a dit. Vous êtes fous, quoi. Bon, allez. Aïe. 3, 2, bon, tu t'auto-gères. Je m'autogère. Ah non, là, c'est une vraie première. 1, c'est parti. En fait, je veux citer un grand joueur de foot qui ne disputera pas la finale de la Ligue des Champions, qui s'appelle Kylian Mbappé. Je l'ai bien prononcé en plus, qui a dit « Ne me parle pas d'âge ». Vous avez tous les deux tort, mais vous avez tous les deux raison. Dans le sens, vous avez tort dans le sens où, effectivement, que LeBron James mérite d'être cité. Peut-être pas dans la seconde team, peut-être dans la 3e.
Ce que Angelo met en avant sur le plus-minus, ça, c'est un argument de choix. Mais dans tes arguments, tu utilises beaucoup l'âge. Évidemment, parce que LeBron James, c'est un excellent joueur, c'est le meilleur numéro 3, etc., etc. Il n'y a pas de problème. On peut aimer, ne pas aimer, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que ce joueur-là est béni, c'est voilà, il est gifted, comme on dit. Sauf que, à un moment donné, ce truc de, il fait ça à 40 ans, il fait ça à 40 ans, il fait ça à 40 ans, on s'en fiche. Nous, on regarde les matchs, on regarde les stats, on regarde ce qu'il a fait, etc., etc. Juste finir sur le fait que... Non, mais t'es le boss de l'émission, tu peux y aller. Non, mais LeBron James, mérite d'avoir quelque chose. Peut-être pas moi, je pense que 3e, c'était suffisant. Parce qu'effectivement, en termes de plus-minus, etc., etc. Mais ça traduit surtout d'une chose, c'est que, malgré tout, il reste la face of the NBA. Et ça, quelque part, d'un point de vue marketing, le jour où LeBron James s'en va, ça va être chaud. Mais, du coup, comme ton temps mort, il est fini, je peux... mais c'est bon. Je peux... Mais non, mais on rappelle que aussi les joueurs aussi dans la NBA sont aussi récompensés pour le classement de leur équipe. Hein. On a vu Donovan Mitchell. Est-ce que forcément ils mériteraient dans first team? C'est pas unanime comme les 4 premiers, mais les Lakers finissent 3e. Oui, monsieur, non mais... T'as 50 victoires. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, quand je regarde un peu qui est dans la 3e team, parce qu'on va en parler tout de suite, hein, Cade Cunningham, Karl Anthony Towns, Tyrese Haliburton, Jalen Williams d'Oklahoma et James Harden, je vois aucun joueur qui sera devant LeBron. Alors moi, en termes de saison régulière, bien évidemment. Alors, moi j'ai juste un problème avec ce que tu dis là. J'entends ce que tu me dis, hein. Mais comment tu peux être All-NBA second team quand t'es même pas le meilleur joueur de ton équipe? Oh, quand même. Ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Sur la saison, quand même, si. Mais ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Tu me dis sur la saison de quoi? De quelle saison? Bah, la saison entière. Ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe, ni en playoff, ni en saison régulière. Le moment où Luka Doncic est arrivé, et le moment où Anthony Davis est parti, Anthony Davis est le meilleur joueur des Lakers avant son départ, et Luka Doncic est le meilleur joueur des Lakers après son arrivée. Mais tu vois pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que LeBron tu as donné un point que je valide et que j'accepte parce que j'ai conscience de la réalité du business. The face of the NBA. Donc tu donnes à LeBron de la même manière qu'on a ce problème avec l'élection du MVP de Shai. C'est une fois de plus. Jokic déjà 3 fois MVP. Shai était 2e l'année dernière. Il a un jeu sexy. Il est plus flashy. Je comprends. Après, moi, je reste un puriste. Moi, tu me dis, LeBron James mérite considération. Anthony Davis, c'est le meilleur joueur des Lakers avant qu'il parte. Luka Doncic est le meilleur joueur des Lakers une fois qu'il est arrivé. Donc, LeBron James n'est même pas le meilleur joueur des Lakers et vous voulez le mettre en second team. J'entends ce que vous me dites, hein, mais j'ai mes doléances à faire. Mais c'est comme, par exemple, si on prend entre Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, les 2 joueurs, en soi, sur la saison régulière uniquement, c'est qui le meilleur joueur? Non, mais... Brunson quand même. Non, mais Brunson reste Mr. Clutch. Brunson reste le maître à jouer. Et le truc qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ça, c'est que les stats de LeBron sont vides. Il faut aussi comprendre l'impact vis-à-vis de la victoire. Vous êtes en train de me parler d'un joueur qui fait ses plus grosses performances dans les minutes les plus mortes des matchs. C'est-à-dire que le mec va rester de manière constante dans des matchs, même quand il y a des blowouts, qu'il va continuer à alimenter son scoring, ses rebonds, ses passes pour faire des belles statistiques, mais qui n'impactent en aucun cas la victoire du côté des Lakers. Et quand il est question pour lui de prendre le rôle de leader et de sortir de sa boîte au moment où son équipe en a le plus besoin, he disappears. Il disparaît. Il est pas là. Dans les 4e quart-temps, il est où? On en a parlé pendant ces playoffs. Il était où? 0 sur 4 OTG dans les derniers quart-temps. Pire marqueur du dernier quart-temps. Je m'en bats les reins de tes 31 points pendant les 3 premiers quart-temps. Il va te mettre 31 points dans les 3 premiers quart-temps et dans le 4e, il disparaît. Donc tes 31 points, il se rime à quoi? Encore une fois, là où, évidemment, tu rentres pas des playoffs, je te rappelle que la All-NBA Team s'arrête au 82e match. Donc ça veut dire que c'est tout ce qu'il a fait contre Minnesota. Oui, mais c'était pareil en saison régulière. C'est pour ça que je te dis, LeBron, il a été dans l'approvisionnement statistique individuel dans des situations, parce que les Lakers ont eu une mauvaise passe, n'oublions pas. Mais ils ont une très bonne passe aussi. Ils ont eu une très bonne passe, mais la très bonne passe en question, moi je me souviens qu'un LeBron James, il était blessé, et que les Lakers ont quand même gagné sous l'impulsion d'un Austin Reeves et d'un Luka Doncic retrouvé, un Luka Doncic qui était peut-être un peu euphorique à son arrivée avec beaucoup de comptes à régler. Quand les Lakers vont gagner à Dallas, c'est LeBron ou c'est Luka?
D'accord, mais je peux prendre un contre-exemple. C'est ce type d'exemple dont je te parle. Je peux te prendre un contre-exemple. Si tu me prends, par exemple, un mois de février où LeBron est joueur du mois, où les Lakers passent que 2 fois pendant le mois, où il fait son meilleur mois, est-ce que LeBron a porté l'équipe des Lakers? Tu peux dire que oui. Il y a des contradictions. Je ne retire pas. En fait, le truc, c'est que je me rends compte d'une chose. Quand vous m'entendez parler, vous êtes en train de vous dire que j'ai une vendetta personnelle contre LeBron et que forcément je vais trouver tous les petits trucs à la con pour pouvoir le rabaisser et faire en sorte de... Non, il a dû te doubler sur un dossier, c'est pas possible. on est la même année, hein, salopard. Non, mais le vrai problème que j'ai vis-à-vis de LeBron, c'est qu'on est en train d'être dans le sensationnalisme systématique et qu'on est un petit peu dans la manipulation au niveau de ce que les stats racontent et du réel impact qu'il a. Et moi, j'ai envie de te parler du fait qu'il fait absolument zéro effort défensif. J'ai envie de te parler du fait que c'est un mismatch continu que les équipes ont clairement identifié et qu'à un moment donné, je veux bien qu'il ait 40 ans, mais si tu veux utiliser cet exemple-là, moi, Michael Jordan, à 40 ans, il rate pas un match, même quand il a un genou en coton. Et que si tu veux regarder les statistiques... Ah non, mais excuse-moi, hein, les statistiques de Jordan... Si tu les fais en comparaison vis-à-vis du contexte offensif de la NBA, des règles qui étaient en vigueur à l'époque où Jordan joue, à l'époque des Wizards, les statistiques, tu les ramènes, c'est LeBronesque à tout point de vue. C'est simplement que maintenant les chiffres sont gonflés, tout a été gonflé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, les amis, et que vous le comprenez surtout, que les statistiques, les passes décisives, les points, le ratio offensif de la ligue, tout a été exponentiellement injecté aux EPO. Mais encore une fois, moi je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, quand Michael Jordan jouait pour les Wizards à 38 ans, je crois qu'il a arrêté 38 ans, etc. Il a arrêté à 40. Il revenait à 38 ans pour faire jusqu'à 40. Nous sommes d'accord. Quand Jordan faisait par exemple, mettait des game winners, quand il mettait plus de 50 points avec les Wizards, on disait que à son âge, c'était exceptionnel. Non mais donc c'est pour ça que je transmets la même chose aussi pour le cas. Et je compare pas ce que faisait Jordan et LeBron James. Je compare juste en termes de nous, on connaît le sport, on sait qu'athlétiquement parlant, ce que ces joueurs ont fait. Athlétiquement, LeBron est largement au-dessus de ce qu'a fait Jordan à son époque. Mais je suis pas dans une comparaison. Je dis juste que à leur âge, que ce soit Jordan, que ce soit LeBron, ce qu'ils font à leur âge, faut quand même respecter, sachant qu'il y a peut-être même pas 1% des joueurs de l'histoire de la ligue qui à cet âge-là avaient ce niveau-là et quand même un apport similaire à ces deux joueurs-là. Mais le storytelling de Jordan aux Wizards n'était jamais au sujet de son âge. Et ça, faut vraiment le remettre dans son contexte. On n'était pas en train de sensationnaliser toutes les performances de Jordan parce qu'il avait 38, 39 ou 40 ans. On était juste en train de dire c'est Jojo. Et on mettait en avant peut-être qu'il était capable de le faire jusqu'à ses 50 ans. Après, il y a encore d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. La récupération qui est de meilleure qualité, les progrès techniques au niveau de la médecine, etc. Enfin bref. Et moi, je donne un énorme crédit à LeBron sur sa volonté et sa capacité à investir énormément d'argent sur sa santé. Il n'y a jamais eu un athlète, peut-être Kobe, mais même LeBron, c'est encore au-dessus parce que lui, c'est même les cabines de récupération. Kobe, c'est son corps qu'il a travaillé, bien sûr. Ouais, en fait, mais après, Kobe, il a été aussi dans une éthique de travail qui dépassait l'entendement. Donc, si tu te souviens, lui, c'était la méthode 6-6-6, c'est-à-dire 6 jours par semaine, 6 heures par jour, 6 mois de l'année. C'est des trucs incroyables. C'est légendaire hein, quand il se lève lui, il commence à 4 heures du matin ses journées et il fait 3 séances d'entraînement quotidiennes. T'as dit les chiffres de la bête demain, ils vont faire des vidéos sur ta non, mais regardez, je veux vraiment pas qu'on se disperse et dans l'absolu, j'aime bien le fait qu'on soit en capacité d'argumenter un peu pour notre paroisse. Moi, je mets en avant des choses, bien entendu, que j'ai conscience de l'aspect absolument incroyable et extraordinaire de la capacité de LeBron à 40 ans de mettre des tomards de forains comme il fait, d'être à ce niveau de compétition. Ce que je reproche, c'est le fait qu'on ait tout de même une manipulation médiatique au sujet des choses sur lesquels il devrait être un minimum critiqué ou qu'on devrait mettre en avant à la même échelle que le reste. Quand Jordan était pas à la hauteur, on a toujours été en capacité de le dire. Le problème, c'est que Jordan a été très rarement pas à la hauteur et que LeBron l'a été beaucoup plus souvent et qu'on essaye de cacher ça. On essaye de le mettre sous le tapis. On essaye toujours de minimiser ou on essaye simplement de bifurquer autour pour essayer de présenter les choses comme étant ce qu'elles ne sont pas. C'est ça qui me dérange avec LeBron. C'est pour ça que quelque part, peut-être,
que je suis dans une sorte d'exagération pour les gens qui vont dire ah. Mais dans l'absolu, si vous regardez vraiment l'essence de mes propos et que vous écoutez le pourquoi du comment, je suis pas juste dans le fait de défendre Jordan. Je m'en fous si c'est Jordan au final, parce qu'au final, je sais même pas pourquoi on parle de Jordan. Mais quand on parle de LeBron, j'ai envie de remettre un petit peu les choses dans un contexte qui soit beaucoup plus pragmatique et concret, parce qu'on est vraiment dans le fait de toujours essayer de dire que Jordan, que LeBron, il pue pas du cul quoi. Ses pets puent pas, son caca sent bon. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Je pense qu'il y avait d'autres manières de le dire. Mais ouais, mais il y a que ça qui m'est venu à l'esprit. Non, mais j'ai un fils de 4 ans, faut que tu comprennes. Non, mais juste, voilà, on va passer à autre chose, mais rapidement pour le dire, je te trouve un peu dur avec Est-ce que tu penses que je suis plus dur avec LeBron que t'as été avec Popovich? Moi, je suis un hater de Popovich. Donc, moi, je suis un hater. Si vous êtes, je suis un hater. Mais moi, je suis pas un hater de LeBron. Non, mais moi, je suis un hater de Popovich. Moi, je suis un Lakers. Voilà. Non, mais juste pour le, je trouve que t'as un peu dur parce que LeBron en fait, c'est là, normalement, il doit être la seconde option. C'est pour ça que Davis, etc., tu vois ce que je veux dire? That's what I'm saying! Comme c'est LeBron, on tombe sur lui systématiquement, mais des fois, c'est même pas de sa faute, c'est que, mais attends, le gars qu'on a pris, c'est censé être la première option, truc. Non. Qui est-ce qui garde le ballon? Non, mais... Qui est-ce qui articule le jeu des Lakers pour que ce soit toujours par lui que ça passe? En soi, juste pour conclure dans les NBA Teams, l'histoire, faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a le nombre de matchs qui jouent en compte. Et, aussi bien, il y a eu le départ de Davis et il y a eu l'arrivée de Doncic. Doncic arrive en deuxième partie de saison. Davis arrive, et Doncic, on sait qu'il a pas fait 70 matchs, hein. On sait que il était pas sélectionnable dans tous les cas, donc fallait l'enlever. Davis aussi, il était pas sélectionnable dans tous les cas. Le seul joueur qui pouvait représenter les Lakers, c'était LeBron James. Donc, dans tous les cas, il allait être dans une des teams. Pas la première, parce que bien évidemment, il avait pas le niveau pour être dans la première, mais soit la deuxième, soit la troisième. En tout cas, ça, c'est mon avis. Non, mais tu sors un argument indéniable. Il est vrai qu'il y a cette règle du... Bon, les gars, c'était censé être des news, mais ça va finir en débat. All NBA Team, 7 années d'affilée, Giannis Antetokounmpo, All NBA First Team. Non, mais magnifique. Le Greek Freak, c'est pas pour rien. Voilà. Ah, mais 7 années d'affilée quand même. C'est quand Greek Freak, c'est pas par rapport à la bedroom. Ouais. C'est les deux, hein, comme il le dit. Hein. Ah, c'est lui, c'est les deux. Mais en tout cas, vu comment il a commencé en NBA, ça reste quand même incroyable qu'il enchaîne autant. Et je pense que quand il a commencé, il est arrivé en rookie à Milwaukee. Je pense que très peu de gens s'attendaient à ce qu'il domine autant la NBA, et chapeau à lui quand même. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On va vous mettre dans la confidence. On s'était dit, les gars, faut qu'on cadre les émissions, faut qu'on soit plus réduit et tout ça. Je suis désolé, gros. Non, je suis désolé. Désolé. Bon, allez, les gars. Le joueur ultime. S'il vous plaît. Allons. NBA, bon. Les playoffs, les finales de conférence sont en cours. Bah, moi, j'ai une question. New York, Pacers, OKC, Minnesota. Est-ce que c'est déjà fini? Ça a commencé à 2-0, les deux séries. Là, le troisième match a été remporté par les équipes qui étaient à 0. Donc, il y a 2-1 dans chacune des séries. On va voir ce que ça va donner ce soir. Mais est-ce que c'est fini pour vous? Moi, je ne pense pas. Je pense que là, il y a 2-1. D'ailleurs, je parlais d'abord de New York. New York, moi, je l'avais dit. Je sentais qu'Indiana allait peut-être prendre un match. Ils en ont pris 2. Il y a eu le choking du game 1. Bien évidemment. Enfin, c'est choking, appelle ça choking, mais appelle ça aussi Ave Maria, le génie d'Aladin, de trucs. Choking aussi parce que le geste de Monsieur Haliburton à la fin du 4e quart. Ah. Voilà, il faut aussi mettre le contexte dans tout ça. Voilà, encore une fois. Et bis repetita, parce que je connais mon histoire, hein. Game 1, 95, New York, Indiana. Qu'est-ce qui se passe encore? À Madison Square Garden, Reggie Miller, 7 points en 8 secondes pour climatiser encore une fois le Madison Square Garden. 30 ans plus tard, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? La même chose. C'est New York vient de perdre un match très important, sachant qu'en plus, ils vont perdre aussi le Game 2 avec un énorme Pascal Siakam. Faut le préciser. Hein. Le Camer a frappé. Ah, il a frappé, mais très fort. Hein, 39 points. Et ce qui se passe, c'est que c'est très très compliqué de commencer la série avec 0-2. C'est très compliqué. Et il y a Boston. Hein? Ben voilà. Il y a très peu d'équipes qui ont réussi à gagner en finale de conf. Hein. Je crois que non, il y en a très peu. Il y en a très peu. Là, ils ont gagné le game 3 avec justement, là, c'est Indiana qui a choqué avec un énorme Pascal Towns. 20 points dans le dernier quart-temps. 20 points, soit autant que Indiana tout entier. C'est bien justement de voir que New York a rebondi et ces playoffs-là, c'est assez intéressant parce qu'en fait,
l'avantage de domicile, en fait, il sert à rien. C'est fini. En fait, concrètement. L'avantage de quoi voilà, c'est des équipes qui, par exemple, Boston, à domicile, ils ont perdu les 2 premiers matchs. New York par 2 premiers matchs. Donc, forcément, on en attend du game 4. Est-ce que New York va capitaliser? Moi, je pense pas. Je pense que Indiana va prendre le game 3. Je pense que moi, ça va se finir sur un 4-2, personnellement. Tu veux dire le game 4? Tu penses qu'Indiana va prendre le game 4? Ouais, je pense qu'il va prendre le game 4 et je pense que Indiana va finir en 6. En tout cas, pour ma part. Moi, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à New York. Et par rapport à OKC, mais en fait, on voit quand même que OKC dans le jeu est comme supérieur à Minnesota. Moi, en tout cas, c'est clairement mon avis. On a vu un gros Shai dans Game 2, un 38 points, le jour où il soulève son MVP. Ça fait plaisir à voir. Et puis il offre des Rolex, hein. Ah, il offre des Rolex, il a offert tout en des casques. J'espère que Ousmane Dembélé aussi en offrira à ses coéquipiers. Lui, je pense qu'on en a offert, lui, hein. Je pense que lui, on en a offert. Mais là, on a vu un Game 3 où justement, on en parlait en off. Minnesota avait envie. Ils avaient la dalle. Ils voulaient absolument pas perdre le Game 3 parce que clairement, un 3-0, c'est synonyme d'élimination, hein, parce que personne en playoff... Non, tu reviens pas d'un 3-0. Ouais, voilà, tu reviens pas. Et cette équipe-là, elle a envie. On a vu depuis le début des playoffs, Minnesota, quand ça joue bien, quand ça donne, quand ça a envie de jouer, et que quand c'est à droit à 3 points, c'est une équipe qui est totalement différente. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de tenir ça sur toute la série? Je ne pense pas. Donc, pour moi, je vois quand même OKC remporter la série. Je vois pas une remontada des Wolves. Angelo Tsagarakis, l'expert de la maison mère. Quel est votre avis? Est-ce que c'est déjà fini pour vous, New York Pacers ou OKC Minnesota? Alors, j'apprends mes leçons avec ces playoffs totalement impensables. Fini, non. Tu peux pas dire que c'est fini parce que de toute manière, t'as plein de scénarios improbables, t'as plein de situations où ça se joue sur une possession ou pas. Tu regardes le match 3, les Pacers doivent gagner. Hein. Absolument. Ils sont à plus 20, ils dominent, ils s'écroulent dans le dernier quart-temps, donc en fait, ils ont une sorte de retour de bâton un petit peu de ce que eux ils ont fait subir aux New-Yorkais. Mais faut pas oublier, ils ont shooté à 5 sur 25 à 3 points. On sait que, de toute manière, j'ai envie de vous dire que c'est un peu... je vais faire un parallèle parce qu'on parle de OKC, on parle de Indiana, ça va être un petit peu le même bilan dans l'absolu. Je regarde Minnesota qui shoot à 20 sur 40 lors du Game 3. Ils mettent une dose non négociable, il n'y a même pas de discussion sur le match et la physionomie du match. On sait très bien que Minnesota, quand ils shootent de manière efficace à longue distance, c'est plus la même équipe. Parce que une fois que tu gardes la défense en respect, avec la capacité à mettre les paniers dans les corners, un Julius Randle efficace, ça ouvre les axes de pénétration pour Anthony Edwards, ça ouvre les opportunités de faire s'écrouler la défense une fois que tu te fais traumatiser sur 3-4 minutes par Edwards et tu dis il faut quand même qu'on réduise un peu son impact. Tu recommences, et puis même c'est humain, tu commences à te faire aspirer par les drives incessants. Et lui, il est en capacité de lâcher les bons ballons. Personne ne s'est trouvé au niveau de l'adresse extérieure. Il n'y a pas un mec qui s'est trouvé sur le match 3. Pas un, du côté de Minnesota. Même Mike Conley, qui a le moins bon pourcentage, il fait 2 sur 6. Donc, si tu veux, tout le monde est pas dans un sur-régime, mais tout le monde répond présent. Si la moitié d'entre eux répondent présent, tu restes tout de même dans une configuration où tu as suffisamment de munitions pour rendre le match intéressant et peut-être gagner en fin de match. Parce que là, tu gagnes de 40. T'as pas besoin de gagner de 40. Un point suffit. Donc, tu te dis que dans l'absolu, tout se joue sur la capacité d'Anthony Edwards à trouver les solutions face à la pression. Ils ont plusieurs options, hein, OKC. Ils peuvent défendre en man-man avec Lou Dort. Et Lou Dort, il peut user, prendre les fautes qu'il doit prendre, rendre la vie très dure. Et on sait l'impact que ça a eu sur Jokic en fin de série. Exactement. T'as Caruso. Caruso, et tu peux même alterner. Tu peux repartir dans une dynamique où tu sens que ça shoot pas très bien du côté de Minnesota et tu fais la même défense qu'avaient fait les Lakers. C'est une sorte de zone resserrée, tout le monde un pied dans la raquette. Et comme Anthony Edwards, lui, recherche les drives au milieu, bah tu es, entre guillemets, du côté de Minnesota, dépendant de ta capacité à mettre dedans. Parce que si tu empêches Anthony Edwards à prendre les intervalles, il faut mettre dedans. Ouais. Faut mettre dedans. Ouais. Donc, une fois de plus, est-ce que la série est finie? Pour moi, non. Dans le sens où Minnesota, mine de rien, ça reste du basket. Ils vont rejouer à la maison. Ils savent pertinemment que s'ils gagnent ce match-là, ça relance complètement. Tu peux aussi impacter psychologiquement une équipe supposée aller en finale. Une équipe qui, sur papier d'ailleurs, est supposée gagner le titre. Ah, mais c'est sûr. Donc OKC peut peut-être un peu bégayer dans cette idée-là. Moi, je n'y crois pas. Je pense pas que OKC va bégayer à cette échelle-là. Je pense qu'ils vont utiliser l'expérience de l'année dernière. Je pense aussi que Shai
a passé un cap, il est MVP. Je pense qu'il est sifflé tel que son statut l'implique. Même s'il est relou, là. Même s'il est relou avec son avant-bras, là, ouf. Il rend fou tout le monde. Hein. Il rend fou tout le monde. Mais c'est une superstar, hein. Aujourd'hui, c'est pas ça. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que, vous savez, les amis, quand Shai part en percussion et qu'il est contesté, il y a le gars qui glisse, il met le corps. Et lui, il prend l'impact et il explose à l'impact et il prend le coup de sifflet. Je vois Anthony Edwards faire exactement les mêmes drives, prendre exactement les mêmes impacts et pas avoir le même coup de sifflet. Et quant à cette incohérence-là, c'est ça qui, moi, me fait fulminer. J'ai vraiment énormément de mal. Je me fous de comment sifflent les arbitres tant que c'est cohérent. Vous sifflez rien, et allez les gars, maillochez, fermez-la. C'est toujours ce que je dis à mes joueurs. C'est à vous de vous adapter. C'est pas à l'arbitre d'avoir votre philosophie. L'arbitre, il y en a qui laissent jouer, il y en a qui laissent pas jouer. T'as 2 minutes pour comprendre. Tu vois les premiers coups de sifflet, t'as capté tout de suite. Par contre, il est évident que c'est difficile à gérer la frustration des mecs quand il y a de l'incohérence. Parce que si toi, tu mets les mains, c'est sifflé, et les autres sont en train de te faire des câlins, il y a rien. Ouais, c'est bizarre. Et donc, par rapport à la manière dont est sifflé Shai en comparaison à Anthony Edwards, ça, j'ai un petit peu de mal. Okay. Mais je reste sur l'idée que il y a plus de profondeur, il y a beaucoup de stratagèmes disponibles défensivement et je pense qu'ils vont tout tester. Donc, éventuellement, ils vont peut-être tomber sur la bonne recette. Mais je donne tout de même le bénéfice du doute à cette équipe de Minnesota parce que t'as pas besoin de shooter 50% à 3 points pour être dans le match. Tu shootes 38, t'es très bien. Okay. Et c'est un peu la même chose pour Indiana. Indiana était à plus 20. Ils se sont crachés sur le dernier quart-temps. Ils shootent à 5 sur 25. Est-ce qu'ils vont re-shooter à 5 sur 25 au 4e match à la maison? Je ne pense pas. Et est-ce que, défensivement, on n'a pas un petit souci du côté de New York? Parce que Thibodeau, il a essayé un truc où il met Robinson et Karl Anthony Towns ensemble. Défensivement, moi, j'y crois pas. Je pense que t'es trop en retard. Je pense que t'es trop lent latéralement. Alors oui, au rebond, tu verrouilles. Alors oui, derrière, t'as plein d'opportunités de jouer l'impact intérieur. Mais Robinson, c'est pas un mec performant en poste bas, dos au panier. Karl Anthony Towns peut faire l'impact, mais Karl Anthony Towns sera défendu par un défenseur, un Siakam, ou il y aura un duel, quoi. Et de l'autre côté, Karl Anthony Towns doit défendre sur un Siakam face au cercle. Ouais. Qui va jouer en périphérie et attaquer le pied faible toute la soirée. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à dire un petit peu sur ces deux séries-là, dans le sens où c'est pas fini, parce que au moment où je me disais ouais, les Celtics vont revenir, New York a resserré les verrous. Le moment où on se dit quand même, maintenant New York favori, Indiana a fait le boulot. OKC reste profond, mais ils viennent de se manger 40 points dans le fion. Donc je reste mesuré, même si la dynamique, je pense que vous devez probablement partager un petit peu ce qu'on vous dit, hein. On voit un petit peu tous la même chose, mais je ne sous-estime pas la possibilité et le talent d'une équipe comme Minnesota. Okay. Il y a suffisamment de qualité. Maintenant, ça va se jouer ici. Très rapidement, je vais donner mon avis, mais c'est très difficile de passer après ces experts que sont Mills et Angelo Tsagarakis. Pour moi, c'est cuit. En tout cas pour les Wolves. Je pense que trop de retard. Et OKC, ils sont dans une maîtrise. Tu sais, quand t'as 2-0, tu peux te permettre de perdre un petit match ou tu sais, quand tu sens que, allez, on laisse passer celui-là, tu sais que t'as encore plus de chance. Tu vois OKC faire le break là sur le match 4. Moi, je pense que ouais. Shai, il est trop haut. Tout le monde est, en fait, le supporting cast là, il est trop de toute façon, c'est le cas. Moi, je pense que si Minnesota arrive à gagner le match 4, c'est là où on discute sur, mais si le match 4, c'est OKC. Ouais, tu vois, c'est terminé. C'est terminé. Pacers New York, franchement, si les Pacers font preuve de faiblesse mentale, New York, cette année, c'est une équipe qui a la dalle et qui prend tout ce qu'ils doivent prendre, tu vois ce que je veux dire. Sur le match 1, tu regardes les stats des mecs, jamais de la vie tu dis que cette équipe-là, elle a perdu. Pourtant, elle a perdu. Bon, voilà, ils ont choke. Je pense que chaque équipe, dans chaque série, a eu un espèce de joker de choking, tu vois ce que je veux dire. Là, New York l'a utilisé. On va voir, Indiana a utilisé sien. Là, je pense que maintenant, le prochain match va être décisif, évidemment, mais on sait jamais ce qui peut se passer, une blessure. Question pour toi, Flexta. Emile, tu peux rebondir là-dessus. On a parlé de Julius Randle, qui a vraiment gagné son crédit dans le sens où il a été d'une constance à ce niveau de compétition où on savait que c'était un petit peu en dents de scie et on savait pas trop à quoi s'attendre. Et là, pour le coup, Julius Randle, fait taire les critiques. Vous croyez à la capacité du Big Cat
d'enchaîner une performance comme il vient de le faire sur le match 3 et de donner une réelle chance aux Knicks de prendre le match 4? Vous pensez qu'il est en capacité de faire un copier-coller? En fait, déjà, il faut faire attention parce que le match de Towns n'est pas bon jusqu'au début du 4e. Oui, mais je te parle du 4e quart-temps. Ouais, du 4e quart-temps. En fait, Towns, je le trouve vraiment bien à New York. Je trouve que il a cette chose-là qui manquait à Minnesota. C'est un peu trop soft, manque d'envie par moment. Je pense que la grosse pomme, ouais, je pense que ça a quand même joué parce que là, il y a une atmosphère à New York qui est très, très différente, hein. On sent que l'atmosphère de base de New York, tout ce qui est la grinta. De toute façon, c'est le quotidien. Que tu veuilles ou non, ce sera comme ça. Mais donc, je pense qu'il s'est adapté et je pense qu'on l'a vu pendant ses playoffs parce qu'il réussit ses playoffs et il réussit de toute façon même sa saison, hein, parce qu'il fait une très bonne saison avec New York. Et moi, je sens qu'il est capable. Maintenant, j'attends de voir aussi un Bronson game aussi, parce que je sais qu'il avait fait un bon début de série là. Mais bon, le game 3, il était un peu en dessous. Heureusement pour lui, Towns a su assurer ses arrières. Là, le game 4, ça va passer pas que par Towns, mais ça va passer par tout l'ensemble de New York. Moi, je pense qu'il est capable de faire un match à 25 points, hein, 25-30 points. Je pense qu'il en est capable. Maintenant, à surveiller si tout le monde va suivre autour ou si Indiana et par exemple un Siakam, lui qui est capable de remettre un match à 25-30 points parce que lui aussi fait des playoffs de haute qualité. Après, ce qui est encourageant, c'est aussi que les Knicks ils gagnent en étant très moyen au niveau de l'adresse extérieure, hein. Notamment Bridges. Ça montre qu'il y a un peu de comme t'en parlais, c'est l'envie aussi dans ces playoffs là. De toute façon, je pense que c'est un peu le mot de ces playoffs là, c'est l'envie. C'est l'équipe qui a le plus envie qui remporte les matchs. Mais justement, juste une dernière question avant de passer à autre chose. Comment vous expliquez que dans ces playoffs là, il y a autant de remontées? Enfin, il y a, je crois, même 5 matchs il y a 5 fois où les équipes menaient de 20 points dans le dernier quart, où ça a été retourné. Enfin, comment vous expliquez ça? Parce que ça peut pas être seulement que l'envie. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez ces derniers quarts où les équipes qui mènent, justement, se font rattraper et perdent le match? J'avais vu passer un truc sur les réseaux. Mais si tu as ton idée. Moi, j'ai mon idée. Pour moi, c'est une question de, bon, le jeu qui est beaucoup plus rapide, le scoring qui est beaucoup plus favorisé et les mecs sont beaucoup plus forts que ce qu'il y a pu avoir par le passé au niveau global, au niveau moyen. Pour moi, ils sont pas plus forts que par le passé. C'est juste que ils ont développé cette arme du tir à 3 points. Ouais, voilà. Je peux remettre en question leur capacité à utiliser le mid-range, leur QI basket, la lecture ou autre. On joue un basket qui est un peu décérébré, hein, du côté de la NBA. On a les Chicago Bulls cette année qui ont shooté 54 fois, une fois à 3 points. On est dans des excès. Ça se rapproche parfois des 60 tirs tentés à 3 points. Ça n'a plus aucun sens. Combien de fois en saison régulière tu vois des séquences de jeu où ça fait 4 allers-retours où les mecs prennent des tirs à 3 points en première intention sans avoir fait une passe. Donc si tu veux, pour moi, ils sont peut-être plus forts individuellement dans ce qu'ils sont potentiellement capables de faire balle en main sur papier. Mais il y a énormément de fondamentaux qui sont un petit peu perdus là aujourd'hui. L'art du mid-range, le post-up. Là-dessus, on est d'accord. Tu vois, Bronson, je suis désolé, hein. Bronson, lui, il joue à la old school. Un petit gabarit, hein, tonique comme ça, qui peut poster n'importe qui a tous les fondamentaux au niveau des appuis, jeu posté en bas, jeu de feinte, décalage, les dribbles, mid-range. Bien sûr, c'est un shooter à 3 points également. Mais pourquoi est-ce que Bronson domine autant? Et c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, ceux qui vont gagner, pourquoi Shai Gilgeous-Alexander il est aussi fort? C'est que du mid-range, les gars. Le mid-range, c'est le mid-range. Juste entre parenthèses avant que ça tu puisses finir, il y a la stat que j'avais justement. Donc là, c'est playoff 2025, il y a eu 6 matchs où l'équipe a mené de 20 points. Ouais, c'est ça, 6 matchs. Justement, s'est fait remonter et a perdu. Selon moi, il y a un aspect qu'on néglige, l'aspect mental. L'aspect mental où les mecs, quand ils voient une vague arriver, au lieu d'être, tu vois, on résiste, ils s'effondrent mentalement. Et dès que tu vois 2-3 shoots, allez hop, c'est parti. Et les mecs ont du mal à se remettre dedans, tu vois ce que je veux dire. C'est super intéressant ce que tu dis là parce que... C'est toujours intéressant ce que je dis, mais attends, on est où là? Ça me rappelle un peu, je sais pas si vous vous souvenez les playoffs en 2023 entre les Bucks et Miami. La série où Butler a fait que remonter les écarts et où un match où Milwaukee menait encore contre Miami, il est arrivé devant Drew Holiday, dit I own you. C'est moi, je suis dans ta tête, alors qu'il gagnait pas encore le match. Et ce qui s'est passé, il y a de la psychologie inverse. C'est donc Butler qui est parti prendre le match où il met un game winner ou il fait un match dantesque. Et ça montre aussi que la mentalité elle est très importante. C'est qu'on a l'impression que l'équipe qui est derrière, c'est pas elle qui a tout à perdre. C'est l'équipe qui a 20 points devant qui a tout à perdre. Là, l'équipe, on a l'impression qu'il y a une monte de niveau
ça augmente de niveau, et l'équipe qui met de 20 points, au lieu de gérer les possessions, c'est-à-dire jouer long, faire tourner, ou utiliser vraiment les 24 secondes, ben justement, on écoute des équipes qui veulent jouer aussi rapidement que l'équipe en face. Exactement. Et tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Kobe qui le disait, hein, donc ça va te parler. C'est accidental basketball. C'est du basket accidentel. C'est-à-dire que tu regardes la dynamique du jeu, et pour le coup, les Pacers sont les rois du basket accidentel. Draymond Green parlait justement un petit peu de la difficulté qu'il a à défendre sur un profil comme le sien, parce qu'il n'y a pas de système par lequel les Pacers jouent pour lui donner la balle. Ils jouent les ballons sur de l'attrapé, sur du décalage, sur des créations d'avantages dans des prises d'intervalle et des ballons qui ressortent. Donc c'est les extra passes ou les tirs sur de l'attrapé. Il est en capacité avec ses skills d'être sur de l'attrapé enchaîné, d'être sur du jeu posté dès qu'il y a un mismatch, de shooter en catch and shoot. Donc Siakam, c'est un peu le sac qui est plein, quoi. Je veux dire, au niveau fondamentaux, il y a tout. Il avait dit, entre parenthèses, il l'avait dit, hein, c'est la série où il s'était fait dominer, c'était contre Siakam, la finale 2019 contre Toronto. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Il a dit, ce profil-là, il a du mal. Mais ça met tout de même en avant une chose. Il le dit bien lui-même. Il dit, il n'y a pas de système. Et donc, c'est ce que tu mets en avant, Mills. Quand il n'y a pas de système, à un moment donné, quand tu es supposé pouvoir te reposer sur quelque chose, sur quoi te reposes-tu? Et comme tu joues un basket accidentel, quand t'es les Bulls, tu t'appuies sur le triangle. T'es les Lakers de la grande époque, sur le triangle. Quand t'es le Showtime, t'as Magic Johnson, t'as le jeu posté de Karim, t'as plein de choses qui se passent où tu peux ralentir le jeu et faire ce qu'il faut. Le basket du début des années 2000, 2010, à un moment donné, t'étais quand même sur un jeu où le demi-terrain était resté roi. T'avais des équipes qui jouaient en transition et avec beaucoup d'efficacité, mais c'était pas un jeu que de première intention. Et quand tu regardes par exemple comment les Celtics ont perdu contre les Knicks, c'est ça que je reproche. À un moment donné, est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est un Marcus Smart qui manque? Mais est-ce que c'est juste une histoire de mental? Je pense aussi qu'il y a un problème de système. Il faut que tu puisses reposer sur quelque chose sur lequel tu t'appuies. Et on pourra rebondir sur ça par rapport à l'Euroleague et pourquoi, par exemple, Monaco, l'Olympiakos ou le Pana perdent. C'est que quel type de basket proposes-tu vis-à-vis de ce que te donne la défense? Écoute, et sur quoi tu peux te reposer? Transition, elle est parfaite. T'es un homme de télé, toi. Euroleague, bah, bravo Fenerbahçe. Bon, déjà. Bon, bravo Sharunas Jasikevičius. Ils ont gagné, donc bravo à vous. Est-ce qu'on peut avoir des regrets pour Monaco quand même? Oh oui. Ouais. Déjà, rapidement, avant de parler de la finale, faut déjà parler de la demi-finale aussi. Ouais. Parce que je pense qu'on n'était pas beaucoup à voir Monaco battre Olympiakos. On va pas se mentir. Maintenant. Je t'ai dit, c'était 50-50, Et maintenant, en fait, on a vu un gros match. Ouais, mais souviens-toi, qu'est-ce qu'on avait dit sur ce match-up? Parce que moi, je vous avais dit, c'est 50-50. Ouais. Je suis pas confiant du tout pour l'Olympiakos. Pourquoi? Je vous avais dit que s'il y a bien une équipe qui peut les retourner, c'est Monaco. Mais justement, parle-nous-en de ce match-là. Quelle a été justement la clé qui a permis à Monaco de se qualifier déjà contre l'Olympiakos? Je vais vous dire un truc, ça va vous sembler très con. Vassilis Spanoulis. Monaco a joué comme l'Olympiakos. Et ils ont battu l'Olympiakos à leur propre jeu. 21 passes décisives. On a eu des séquences de jeu à 6-7 passes avec drive, fixation, renversement, balle à l'intérieur, Mam GT qui renverse, tir ouvert de Blossom Game. Il avait le temps de refaire les lacets, de saluer sa daronne dans les tribunes et de prendre le tir. Je te parle vraiment d'une académie de jeu. Et c'est intéressant parce que en Grèce, il y a énormément d'anciens joueurs pros, des légendes. Tu peux parler des... Angelo Sakarakis. Alors, je pense pas être une légende, mais tu m'as compris. Papadopoulos, Papaloukas, Diamantidis, tous ces mecs-là, ils parlent basket. Et ces mecs-là, ils réagissent et ils disent, juste après, Monaco a joué de la manière dont on s'attendait l'Olympiakos de jouer. Et, à contrario, t'as une équipe de l'Olympiakos la tête à l'envers, qui commence à jouer en ISO, beaucoup trop de dribbles, et même si Evan Fournier fait un super match, je le trouve responsable de la dynamique du jeu collectif de l'équipe. Il a tellement voulu gagner ce match, il a tellement voulu montrer qui il était, et il a répondu présent au niveau de l'adresse, il a répondu présent en fin de match pour garder son équipe en vie, mais combien de fois il perd des ballons qui donnent énormément d'énergie aux Monégasques qui vont sanctionner derrière en transition ou en contre-attaque?
Combien de fois il prend des tirs difficiles qu'il ne marque pas en fin de possession, où ça a été dribble, main à main, je reprends le ballon, dribble, isolation, step back. Et c'est pas le jeu de l'Olympiakos. L'Olympiakos fait seulement 10 passes décisives, pourcentage à 3 points catastrophique. Alors Vezenkov se trouve. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est très important. Vezenkov se trouve. Ouais, voilà, c'est un peu ça aussi où j'allais en venir, parce que c'est c'est de base, il était considéré comme le MVP. C'est le Jokic de l'Euroleague. Voilà. Et lui aussi, en fait, c'est lui aussi se trouve parce que, certes, Fournier, on a vu les images en fin de match, hein, on a les larmes, etc., la déception où, je pense, comme tu le dis, hein, il avait tellement envie de gagner. Ouais. Courage à lui. Mais, comme on l'a dit, et je pense que tu l'as très bien résumé, l'équipe collective, le jeu collectif qu'avait Olympiakos pendant toute la saison régulière de l'Euroleague, hein, jusqu'à les raisons pour lesquelles ils ont fini numéro 1, mais, c'est ce jeu-là qu'on attendait. Voilà, pour moi, Evan a trop porté la balle. Ouais. Il a trop porté la balle. On aurait dû s'appuyer sur Mustapha Fall avec du jeu fixé au poste bas, avec du mouvement justement, enchaînement d'écran, Vezenkov, Evan Fournier. On a eu les situations où ils ont essayé. Après, faut mettre le crédit à la défense monégasque. Hein. Ils ont mis énormément de pression sur la balle. Mais tu le vois, Alpha Diallo, qui a été absolument énorme défensivement pendant toute la compétition. Alpha Diallo, à un moment donné, il fait bégayer Evan au niveau de son dribble. C'est le type de situation où si t'es Evan, tu minimises les dribbles. Tu minimises les dribbles. T'essayes justement d'attendre à ce que l'équipe puisse rééquilibrer un petit peu la dynamique. Si tu joues intérieur-extérieur, les tirs sont plus les mêmes. 5 sur 27 à 3 points, les amis, c'est 18%. On parle même, et ils sont même pas loin. Ils sont même pas loin. C'est-à-dire que tu regardes vraiment cette performance en te disant, l'Olympiakos a joué complètement la tête à l'envers. Et moi, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, ils se sont prêtés au jeu de vouloir répondre aux Monégasques sur leur terrain en disant on va vous battre à votre jeu, on va vous battre en 1 contre 1. Mais tu parles d'une équipe qui est peut-être l'équipe la plus athlétique de toute l'Euroleague. Ouais. Parce que Daniel Theis dans la raquette, très costaud, mais derrière les Alpha Diallo, Blossom Game, Okobo. Ouais, c'est des beaux morceaux. C'est des beaux morceaux. Des mecs capables de mettre la pression tout terrain et autres. Alors après, c'est Fenerbahçe aussi. Hein. C'est en gros les deux équipes les plus athlétiques. Alors, vous allez me dire que le Panathinaikos, c'est plutôt pas mal. Au niveau athlétique, certes, mais le problème du Panathinaikos, c'est que ça n'a jamais été une académie basket. Alors que Jasikevičius et Bartzokas, au niveau basket, c'est une référence. Et Spanoulis est arrivé, et il a dit, les gars, à Monaco aussi, on joue ce basket-là. Et voilà. Justement, on va faire la transition sur la finale, parce que du coup, Fenerbahçe est arrivé en finale. Les clés de ce match. Qu'est-ce qui a fait que, justement, on le sait aujourd'hui, un Fenerbahçe est champion? Mérité, pas mérité, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on s'est entêté avec l'utilisation du pic milieu. Tu sais, on a joué que sur du pic. Et je me dis, mais il est où le jeu qu'on a produit du côté de l'Olympiakos? Alors, certes, le Fenerbahçe a défendu de manière presque héroïque. On arrive à débloquer les situations en fin de match quand on arrête de faire du pick and roll. On fait un petit pic, on crée le mismatch et Mike James a été très bon dans les prises d'intervalle et les décalages. Mais une fois de plus aussi, à un moment donné, Mike James a trop tenu la balle. Donc, si ça sourit, c'est très bien. Hein. Vous avez des mecs qui sont en capacité. Et je peux comprendre. Après, c'est un casse-tête. Hein. Quand t'es coach, t'as des mecs comme Evan Fournier ou Mike James. Ah bah oui, tu vois. C'est très compliqué. Ouais, tu vas leur dire quoi? Non, ne prends pas tes responsabilités. Ouais. On a eu aussi un gros Alpha Diallo aussi. J'ai trouvé en finale. Énorme. Final fort. Lui, en fait, il a été malheureusement puni par ses fautes. Parce qu'on a vu clairement, en fin de match, dès qu'il prend sa 5e faute, le trou que Fenerbahçe commençait à mettre, ils l'ont totalement mis. Et Eli Okobo, pas adroit. Ça aussi, ça peut jouer aussi dans le fait que Monaco aussi ne remporte pas la finale, parce qu'on sait que c'est un match qui a été très serré, et après Fenerbahçe a fait le trou dans le dernier carton. Là où Fenerbahçe, c'est important, c'est que 2 joueurs qui n'ont pas forcément fait une grosse demi-finale se sont retrouvés à prendre les devants et à faire gagner l'équipe. Je pense à Marko Guduric. Mais quel joueur? Parce que clairement, c'est lui qui termine le match, c'est lui. Hein. Ah mais clairement, parce que il passe à côté sa demi-finale. Clairement, il passe à côté. Mais là, on voit les joueurs de gros matchs. On voit le joueur des finales. Et lui, clairement, ça a été le joueur là. Quand il fallait mettre le gros shoot, il le mettait. Tu veux que je te dise la différence qui a aussi permis à Monaco de produire le jeu bien léché qu'affectionne Spanoulis et qui a permis aux Monégasques de gagner, mais qui n'a pas été retrouvé. C'est aussi là où il y a eu l'ajustement défensif du côté Fener qui avait bien regardé la vidéo. Hein. Si vous avez regardé
cette demi-finale, observez bien si vous avez l'opportunité de revoir les matchs, la manière avec laquelle l'Olympiakos défensivement restait assez passif malgré tout sur les pick and roll. C'est-à-dire qu'il jouait en défense de protection. Donc t'avais Mustapha Fall, Vezenkov et consorts qui étaient très bas. Ça sortait pas fort. Et si ça switchait dans un périmètre mi-distance, pas à 10 mètres. Et ça a permis à Mike James de jouer en sifflant, comme dirait Laurent Sierra. Et il est venu. il a fait l'amour à l'Olympiakos. Et c'est ça le problème. C'est que quand Fenerbahçe est monté en pression, ils ont switché très fort, ils ont mis énormément de pression sur la balle. Nous, on s'est entêté à essayer de reproduire le même jeu. Non. À un moment donné, jouer sur... on a été hyper stagnant. On n'a pas proposé d'alternance du tout. On n'a pas été en capacité d'utiliser Daniel Taz sur du jeu posté, sur des avantages. C'est ça qui est un petit peu dommage. Je trouve qu'on s'est entêté. Et puis après, le basket, ça reste la capacité à mettre les tirs. Ça reste la capacité à convertir les opportunités. Et Fenerbahçe a simplement été meilleur sur ce soir-là. MVP du Final Four, Nigel Hayes Davis. Qui d'autre? Voilà. Quasiment un triple-double en cette finale-là. Hein. Donc, on a 23 points. Même pas, je dis des bêtises, quasiment double-double. Sachant qu'il a pas été, il a été très moyen hein, en demi contre le Pana. Ouais, donc, c'est ça que je disais, hein, 23 points, 9 rebonds. Justement, c'est un joueur aussi qui a changé aussi la dynamique. Je le disais, hein, les deux joueurs qui ont changé, qui ont augmenté leur niveau là contre Monaco, là où ils ont pas fait une grosse demi-finale, ça montre aussi l'étendue aussi du roster. Là où se dire que comme les deux gros joueurs qui ne jouent pas forcément bien en demi-finale, ben eux vont porter l'équipe en finale. Comme Papagiannis en quart lors du match 5 contre le Barça, t'as une telle profondeur dans ces effectifs là. Exactement. Et là où maintenant la question, je vous pose dernière question. Dis-moi. Quel avenir pour Monaco? Est-ce que vous sentez que Monaco, dans un avenir, est capable justement de retourner en finale et de gagner justement cette coupe? Mais c'est écrit. Oui. C'est écrit. Clairement. T'as Mirotic qui débarque. J'imagine que t'as Spanoulis qui va être confirmé sur le banc. Je sais pas qui est-ce qui va partir ou autre, mais Monaco, avec cette expérience-là, parce que, vous savez, moi, je sous-estime pas ça. L'expérience. La patte psychologique que va amener Spanoulis vis-à-vis de la gestion de ça. Jasikevičius, il avait fait 5 finales forts. Hein. Sa première finale gagnée. Hein. Wow. C'est-à-dire que Spanoulis... On a vu les émotions d'ailleurs hein, après le match. Et Spanoulis aussi... alors, je rebondirai sur ce que je pense qu'il a dû dire à Evan Fournier. Si vous êtes curieux, j'ai mon opinion sur ça. Evan ne le partagera pas et il a bien raison. Moi, j'ai mon opinion. Peut-être que je me trompe complètement, mais un jour, je poserai la question à Evan. Ou à Vassilis. L'idée, c'est... tu regardes la douleur que ça représente, mais l'expérience que ça apporte. Un Mathieu Strazel en détresse d'avoir perdu cette finale, parce qu'il a cette sensation qu'ils sont pas meilleurs que nous. On peut le prendre, ce match. Et il a entièrement raison. Ouais, je suis d'accord aussi. Et j'aime énormément comment lui s'est comporté durant cette finale. Mathieu Strazel, peur de rien. Hein. Il a mis des gros tirs. Ouais, tu sentais même en fin de match. Il a mis des gros tirs. Et donc, tu regardes des mecs comme ça et tu te dis, s'ils reviennent à ce stade de la compétition, ce qu'ils sont tout à fait en capacité de faire. Parce que moi, Monaco, c'est une équipe qui va continuer à se bonifier. Chaque année, est-ce qu'ils sont pas en train de se bonifier? Ou quoi qu'il arrive, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en capacité. L'année dernière, ils vont pas au Final Four, mais ils perdent au match 5. L'année d'avant, ils sont au Final Four. Ils mènent de 15 points contre l'Olympiakos et ils se font rattraper, ils perdent, mais ils finissent 3e. Et cette année, retour au Final Four, cette fois-ci, ils passent en finale. Et à un moment donné, c'est comme Jasikevičius avec Lofener, hein. Ça va passer à un moment donné, les gars. C'est écrit. Pour moi, ils vont y retourner. Et il y a cette volonté de continuer à investir, il y a cette volonté de continuer à construire. Donc, il y a aucune raison mathématique, financière et sportive pour que Monaco ne se confirme pas à ce niveau de la compétition. Après, c'est la guerre, hein. C'est l'Euroleague. Il y a beaucoup d'autres équipes avec des finances et avec une histoire. Mais il y a le coach, il y a les joueurs, il y a les finances et il y a l'expérience. Donc, moi, j'y crois. En tout cas, si Fenerbahçe a gagné cette Euroleague, cet homme-là est totalement le coupable. Lui qui voulait une finale grecque, lui qui voulait que Monaco gagne, tout ça ne s'est absolument pas produit et c'est bien le Fenerbahçe qui a gagné. Effectivement. Donc, si vous devez condamner quelqu'un pour cette défaite de Monaco,
Cet homme-là est le témoin, je le prends du doigt. Voilà. Ouais, laissez mon gars tranquille, là, vous voulez lui attraper sa veste comme ça. Oui. Non. Oui. Non, je te jure. Il y a plus de temps mort. Merci. Voilà. C'est vrai qu'on en aura qu'un seul. Non, mais. Merci les du brodes. coup, on va finir sur cette question. Et pour le coup, c'est une question un peu visée. Désolé. Est-ce qu'on aura une finale grecque un jour? Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors, possible, oui. Possible, oui, parce que pour moi, le Panathinaikos, qui est sur le point de finaliser un engagement avec TJ Schwartz. Alors après... Oula, t'as des infos, toi. Ouais, alors, je sais pas si c'est confirmé, hein, mais je sais qu'il a été... on lui a offert 2,5 millions de dollars. Le Pana lui offre 2,5 millions. Avec un contrat un contrat à longue durée. Est-ce que c'est 2 ou 3 ans avec clause de non-libération pour la première année NBA? Moi, je ne sais pas ce que TJ Schwartz va faire. Je sais que le Pana, ça fait des mois que ça circule parce que les réseaux des rumeurs, il est très efficace en France. Généralement, ça se confirme toujours quand en France, t'as des trucs qui sortent, mais en Grèce, quand t'as des infos qui fuitent, c'est quasiment 95%. Tu comprends? C'est vraiment ils sont trop profonds dans le game. C'est une autre culture au niveau basket. Donc, TJ Schwartz, ça fait des mois que ça circule, que c'est communiqué que le Panathinaikos est sur ses côtes. Après, je pense qu'il choisira soit l'un, soit l'autre. Mais il est évident qu'il va prendre ça en considération. Maintenant, Schwartz et Kendrick Nunn ensemble. Après, tu vas me dire, ils ont joué avec Nadir Rifi et TJ Schwartz. Mais Nadir Rifi jouait sur des minutes réduites. Ouais. Kendrick Nunn ne sera pas réduit. Donc, à titre personnel, j'aime pas cette idée. Pour moi, c'est redondant dans le recrutement. Si t'as Kendrick Nunn que t'as investi sur lui, essaie de te renforcer sur des postes clés, sachant que Mathias Le Sort s'est blessé et ça a aussi impacté ta saison. Et que Mathias Le Sort, d'ailleurs, incroyable son niveau d'intensité et l'impact qu'il a eu dans le match, alors que le mec, il a pas joué depuis 3 mois, quoi. C'est un truc de fou. En demi-finale, c'était impressionnant. Donc, je pense que c'est possible parce que l'Olympiakos va pas devenir une équipe moyenne du jour au lendemain. Ils vont se renforcer eux aussi. 95% de l'effectif de l'Olympiakos est reconduit l'année prochaine. Ils ont que des mecs signés sur des contrats de 2 à 3 ans. Il y a un point d'interrogation, c'est Tyler Dorsey. Je sais pas si il a fricoté avec la fille de Barzokas ou autre, mais non, mais je comprends. Des rumeurs, monsieur, si vous avez des infos, comme dit Rock, cela ne nous regarde pas. Et il paraît qu'il prend il paraît qu'il prend des anabolisants parce qu'il serait impuissant, mais cela ne nous regarde pas. Non, mais sérieusement, tu dois te poser la question parce que la gestion de Tyler Dorsey, qui joue pas, alors que c'est un mec équipe nationale grecque, gros CV Euroleague, qui a joué un peu en NBA, tu dis bon, bref. Mais toi, donc, mieux que nous, tu le sais, le basket des fois c'est pas du basket, c'est pas que le basket. Donc c'est ça que je veux dire. Donc, mais quoi qu'il arrive au niveau de l'Olympiakos, d'ailleurs, vous savez qui arrive à l'Olympiakos? Notre Parisien, Ward. C'est signé. C'est signé, ça y est? C'est signé. Belle recrue. Et puis c'est un mec qui rentre parfaitement dans la philosophie de jeu de Barzokas. Une grosse perte pour Paris. Non, mais grosse perte pour Paris. Et Barzokas adore ce genre de joueur qui c'est joueur de Lyon dans le collectif, exactement. Qui fait les bonnes passes, qui défend, intelligent, capable de mettre les tirs. Bref, très bonne pioche. Un espèce de... C'est l'homme glue. C'est l'homme de... Un espèce de Batum. Oui. J'aime bien ta comparaison. Ouais. Donc, pour finir précieux, sur... c'est une très bonne comparaison. Mais pour finir sur ça, c'est possible. Maintenant, j'ai presque envie de vous dire, après reconsidération de la chose, je me dis que peut-être ce serait mieux qu'il n'y avait pas. T'imagines? Oh, carrément. Ouais, parce que même à Abu Dhabi, les supporters sont pas en capacité d'avoir un minimum de respect pour l'un l'autre. Alors oui, je sais bien, je suis pas en train d'être un idéaliste. Les fans de l'OM vont jamais respecter les fans du PSG, vice versa. Ok. Ah ok. Si d'accord. Tu parles de cet aspect-là, tu penses que d'un point de vue sécurité, c'est dangereux. D'un point de vue de sécurité, en fait, c'est très simple. En Grèce, ça fait des années qu'il y a plus de fans de l'équipe adverse qui sont autorisés dans l'antre de l'adversaire. Ils ont fait une finale de coupe il y a quelques années où ils ont littéralement coupé la salle en deux. C'était du côté de Salonique, dans la salle de l'Aris. Ils ont fait une partie Olympiakos, une partie Panathinaikos, et ils ont fait une section de séparation entre les deux. Et avec des CRS. Hein. C'est mur de CRS à gauche, mur de CRS à droite, quoi. Donc bon,
si c'est pour donner cette image-là, je sais pas si au final ça mérite. Mais au niveau basketballistique et pour l'histoire du basket européen, c'est une finale qu'on mérite. Ouais. Mais ce serait dommage de le faire à huis clos enfin bref. Vous avez pensé quoi du cadre Abu Dhabi? Je suis sûr qu'en coulisses ça devait être magnifique. Je demanderai à Yann Onona qui a couvert l'événement pour l'équipe. Je lui poserai la question. Je pense que ça devait être super pro, super carré. Mais moi ça m'a un peu vidé les tripes quoi. Parce que pour moi t'as pas eu la moitié du nombre de fans des équipes respectives que t'aurais dû avoir. C'est un peu ça. C'est un peu, on en a parlé peut-être un mois ou deux, je sais plus, quand on parlait de l'NBA Europe, etc. Il faut c'est toujours une finale. Les phases finales doivent toujours se jouer dans un endroit qui respire basket, qui sent le basket. Ou pareil pour le foot. Bien sûr. Pour un exemple, quand tu joues à Wembley, c'est pas pareil que quand tu joues dans un autre stade. Il y a des stades il y a des endroits qui sont mythiques et qui sont faits pour ce genre d'événement. Et je pense qu'à Abu Dhabi, le problème avec tout ça, c'est que... Ah, c'était propre, hein? Non, c'était mignon. Ça sera toujours propre. Ça sera toujours propre. Et ils misent là-dessus. Mais je pense que la ferveur des supporters, la ferveur de l'événement, c'est ce qui manque. Je prends par exemple un événement tout bête, le March Madness. Oui, c'est propre, mais c'est pas ça qui nous fait kiffer, c'est l'ambiance qu'il y a autour. Bien sûr. On ressent même, quand on regarde le match, on a l'impression d'être dedans. On ressent vraiment la chose. Et en Euroleague, on a vu beaucoup de matchs en saison régulière où l'ambiance, même à Paris même, on parle même, mais à Paris même, une ambiance qui fait plaisir à regarder. Mais là, quand on va à Abu Dhabi, le problème, c'est que certes, c'est beau à regarder, tout est propre, mais la ferveur n'est pas là. L'appel du cash, mais écoutez, je comprends. Après, je comprends, c'est le business, mais imagine à Belgrade. Oui, bien sûr, mais... Imagine à Belgrade. Voilà. Malheureusement, les gars, on est dans un business du sport qui a besoin aussi de ce genre de partenariat, etc. Et c'est aussi bien que les pays arabes aussi puissent se développer grâce à des événements comme ça. Peut-être que ça va faire des licenciés. Peut-être que ça va donner quelque chose. Mais d'un point de vue business, on comprend que l'Euroleague aussi doit se développer, etc. On va voir l'équipe qui vont monter du côté d'Abu Dhabi. On va voir l'année prochaine. On va voir. En tout cas, les gars, superbe émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous écharper là sur les différentes. C'est peut-être l'émission la plus sympathique qu'on ait faite au niveau de ce genre de truc. Alors, le contre-temps mort, je me vengerai. Sache-le, je me vengerai. Tu prendras toujours un temps mort avant moi. Sache-le, tu prendras toujours un temps mort avant moi. Tu penses? Tu prends un temps mort tous les demi-heures. Qu'est-ce qu'ils ont entendu dans le prochain épisode et puis toi là, le temps mort, c'était prends plus 4 et changement de couleur. Plus 4, plus 8, plus 12, plus 5. Le créateur du Uno là. Parce que ça c'est pas vrai, on n'a pas le droit. Le créateur du Uno il a dit tout ça c'est faux là. C'est-à-dire que j'ai perdu plein de parties que j'aurais dû gagner normalement. Bon, les amis, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission. C'est Temps Mort Show, c'est des passionnés de basket qui parlent de basket avec passion. Il faut atteindre les 1000 abonnés là. Faut que vous nous aidiez à atteindre les 1000 abonnés. On est tout proche. Alors, un petit pouce, ça sera apprécié. Abonnez-vous et surtout partagez autour de vous. C'est très important. Partagez autour de vous ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, ceux qui ne connaissent pas l'émission et qui sont fans de basket, qui veulent découvrir le basket. Faites-les regarder le Temps Mort Show. Il y a un moment même dans l'émission, ils vont kiffer. Ils vont rentrer dedans. Il y a ce petit truc là qui font que ils vont kiffer cette émission là. On le fait. Tu sais quoi? C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. T'imagines, t'es en soirée, t'es là, tu veux faire, tu vois, genre je connais le basket. Je connais Temps Mort Show. Ouais, c'est des spécialistes. Je te conseille de regarder. Vous aurez du succès. Vous aurez du succès. Bon, merci les amis. Merci à vous. À très bientôt. Peace.